l'ébranlement survienne. Mais comment discerner depuis une Rolls où se cachent les successeurs? Nasser, séduit par son aptitude à se concilier ses ennemis naturels, lui avait tout de même dit « Méfiez-vous de l'armée ». Puis il avait éclaté de rire « J'en sais quelque chose, demandez à Farouk ». Mais Haïlé Sélassié n'avait pas été impressionné. Il avait de toute façon la méfiance universelle. Et cette armée qu'il écrasait de sa victoire contre l'Italie se comportait comme un jouet docile entre ses mains. Son orgueil lui interdisait d'admettre qu'elle pût être fatiguée de ses soldes misérables et de ses contacts interminables et indécis avec les bandes de plus en plus nombreuses des francs-tireurs somaliens et des nationalistes d'Érythrée. Lors d'un voyage au Brésil, il dut se rendre à l'évidence. Un coup d'État fomenté par des officiers supérieurs qui avaient toute sa confiance venait de livrer les centres du pouvoir d'Addis Abeba à des mutins réclamant sa déchéance. Et Asfaw Hossein lui-même, dans un message sibyllin, avait paru avaliser le putsch. Revenu à tire d'aile dans un avion dont un moteur était en flammes, il lui fallut plusieurs jours pour ressaisir les rênes d'une situation confuse, ensanglantée par la mort de nombreux otages fusillés par les rebelles. Depuis son palais saccagé et sous les yeux subitement sans indulgence de la presse internationale, il dévida l'écheveau de la conspiration, dont les fils anciens et compliqués conduisaient à tous les rouages de l'Empire. Il fit arrêter les coupables, épargner certains et pendre d'autres, avec des innocents, car selon l'usage de Ménélique, pour être efficace, la peur se doit d'être indistincte. Il avait perdu depuis longtemps son fils cadet. Le soulèvement éloignait l'aîné, il n'avait plus d'héritier. Sur ces entrefaites, Ménène mourut. Le chagrin de cette perte et le regret de la clémence l'empêchaient cependant d'être durablement cruel. Il voulut comprendre et reçut les réclamations des étudiants avec une patience paternelle. Puis il interrogea l'Église, qu'il venait de détacher d'Alexandrie et qui avait hésité pendant les heures les plus graves du coup d'État avec ingratitude, avant de protester bruyamment de sa fidélité à l'instant de la reprise en main. La puissance de la Sainte Trinité lui parut bien compromise. On respectait le père fondateur, un peu moins son fils d'après la guerre, et on avait appris à se cacher du Saint-Esprit. Kennedy, consulté, lui parla de royaume féodal en refusant ses armes. Comme toujours, la reine Élisabeth vint alors dissiper cette langueur de pessimisme où glissaient ses certitudes. En effet, la sérénité de Windsor s'était trempée à l'acier des multiples révolutions d'État du Commonwealth dont elle était le chef expérimenté. Mais au juste, quand fonctionnerait cette constitution qu'il avait eu la clairvoyance de faire rédiger? Bientôt, pensez-vous que cela puisse suffire? Évidemment, l'Éthiopie était encore un autre monde, et la reine ne pouvait l'assurer de la réponse. Haïlé Sélassié avait en fait très bien saisi la situation. L'arriération de l'Empire était devenue insupportable aux forces vives depuis qu'il les avait mises en contact avec l'extérieur, et leur révolte était la même que celle qui l'avait inspirée tout au long de son règne. On ne parla plus que de grands travaux, d'universités, de promesses sur l'avenir. Mais c'était dangereux si l'on voulait demeurer dans le cadre d'une civilisation héritée du monde antique et habituée à ne respirer que l'éther des hauts plateaux. En somme, il fallait faire monter les fils de Salomon avec les Chihuahuas dans l'avion à réaction du développement, en veillant à ce que le vol fût un retour vers l'histoire et sans contester le pilote. Il s'agissait de jouer serré, mais il avait retrouvé le goût du risque, et puis n'y avait-il pas des jeunes pour tenter le pari? Ainsi, tandis que ses amis du tiers-monde jouaient toutes les gammes possibles de la Révolution, il n'en retenait que les erreurs, et il renforçait d'autant plus le despotisme en clair-obscur de son pouvoir.
Existait-il une troisième voie possible, comme le lui avait suggéré la reine Élisabeth et l'exemple de la Chabanou dont le monde suivait alors avec fascination le triomphe apparent? Il ne pouvait se résoudre à le croire. Aucune idée nouvelle ne devait selon lui se glisser parmi les rouages compliqués de la subtile machine à remonter le temps retrouvé qu'il avait mis au point. Le si pieux Idriss de Libye ne venait-il pas de se transformer en poussière comme une momie chamarrée d'or noir à l'instant où le sanctuaire s'ouvre sur la première brise venue du Caire? Duvalier le sanguinaire, Idi Amin le fou, Bokassa le pantin et ce Macias de Guinée qui avait massacré la moitié de son peuple, non, jamais il ne laisserait l'Éthiopie courir le risque de tomber en pareille main et d'insulter à la vie et à la noblesse de l'homme noir. Et si les étudiants s'obstinaient à dire qu'il était à leur image, et oubliant l'éternité de l'Église, refusaient de voir les foules en liesse acclamant la chute de Nkrumah, égarés dans un cauchemar qu'il avait retourné contre elle, et ses autres frères au regard vide, courbant la tête devant les pendus de Conakry, que Sékou Touré accrochait en guirlandes macabres sur sa ville en ruine, il était sûr que Dieu au moins le comprendrait et qu'à l'heure du jugement où il se sentait prêt à comparaître, il honorerait la sainte trinité de son nom de roi des rois avec sa puissance et son harmonie préservée. Mais loin d'Addis Abeba, l'empire n'était souvent qu'une apparence. La misère, l'ignorance et la saison des pluies dissolvaient les pistes bâties à main nue dans une infinité de cul-de-sac où d'opaques féodalités se perpétuaient sur elles-mêmes. Or, c'est pour cela que sont faites les Landres-Verts, pour franchir malgré tout les frontières de la géographie et de l'histoire. En 1973, dans la province du Volo, elles découvrirent l'horreur. La famine dort en Éthiopie depuis toujours, abritant ses mauvais rêves dans des provinces désolées où nul ne la dérange lorsqu'elle entraîne des milliers d'enfants dans son sommeil. Les courriers impériaux ont ordre de ne pas troubler l'isolement de la chambre où elle digère, assoupit ses victimes, car elle pourrait bien s'éveiller et dévorer ceux qui survivent dans d'autres tanières. Il ne faut surtout pas lui donner le sentiment de son importance, car avec elle, les idées progressent plus vite que les décrets, les rumeurs mieux que les nouvelles, et les illusions d'un empereur avec les dollars dérisoires d'un vieil avare. Les aiguilles de l'horloge éthiopienne, où l'une marquait le passé et l'autre l'avenir, de telle sorte qu'un seul homme pouvait y déchiffrer l'heure choisie pour son empire, se mirent à tourner en tous sens, pointant ici des jacqueries de l'aube de l'histoire et là les tracts des révolutionnaires, avant de se rejoindre à ce midi d'une insurrection incontrôlable où sonne enfin le tocsin fou qui annonce la fin du monde. Dans cette confusion où chaque seconde avait sa vérité, l'armée sut discerner le mouvement qui lui permettrait cette fois de n'être ni en avance ni en retard. Elle revint lentement d'Érythrée où elle s'était aguerrie d'un conflit d'un autre âge, étouffa les ministères et la radio comme dans un sablier, précisa peu à peu les minutes des arrestations et des procès et chronométra sans trembler l'agonie de l'image frêle qui se trouvait encore au centre du cadran des ombres grandissantes. Puis elle choisit un temps nouveau, celui du marxisme, et pour que nul ne s'avisât de vouloir en changer, elle y inscrivit de nouveaux chiffres trempés dans le sang, indiquant vaguement d'autres famines et d'autres guerres. Mais ils étaient aussi difficiles à lire que ceux du passé, et on ne pouvait y dénombrer les milliers de morts. En somme, ils ne servaient qu'à oublier l'histoire et ceux qui l'avaient faite. C'était en vérité toujours la même horloge. Seul l'horloger avait changé.